Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle exploration. Bonjour Sam. Alors, la semaine dernière, on était plongé dans l'Égypte antique avec une apiculture déjà assez sophistiquée, on avait vu ça. Oui, tout à fait, des pratiques bien établies. Et aujourd'hui, changement radical de décor, on fait un bond, mais alors un bond énorme, dans le temps et dans l'espace. Ah oui, on part où cette fois? Direction l'Espagne préhistorique, on remonte à environ 9000 ans en arrière, vers 7000 avant notre ère. D'accord, Euh, donc bien avant l'Égypte pharaonique. on quitte les rives du Nil pour les abris sous roche. Exactement. Les abris sous roche du Levant espagnol. Et on va s'intéresser aux toutes premières traces de la relation entre les humains et les abeilles. Une relation fascinante et vraiment très ancienne. Une relation qui dure depuis des millénaires, effectivement. Comment est-ce qu'on remonte aussi loin? Quelles sont nos sources? Alors justement, on va essayer de démêler ça. Comment nos ancêtres ont découvert le miel, la cire? Pour ça, on va croiser plusieurs types d'indices. On a de l'art rupestre, des découvertes en archéologie chimique, ça c'est passionnant, et même quelques pistes du côté de la linguistique. Un vrai travail de détective en quelque sorte, avec des pièces de puzzle très différentes. C'est un peu ça. L'objectif de notre discussion aujourd'hui, c'est de dénicher vraiment les preuves les plus anciennes, matérielles ou non, de ce lien homme-abeille. Et surtout, de voir ce que ça nous apprend sur la vie de ces gens il y a si longtemps. Comprendre leur savoir-faire, leur environnement. Voilà. Alors, on commence par quoi? Peut-être par le plus visuel, l'art rupestre. Oui, c'est une bonne porte d'entrée. Une image, ça parle tout de suite, même si, attention, l'interprétation est toujours délicate en préhistoire. Bien sûr, prudence. Mais il y a une image qui est devenue vraiment emblématique. Elle se trouve en Espagne, donc à Bicorp, dans la région de Valence. C'est la Cueva de la Araña, la grotte de l'araignée. Ah oui, je vois très bien laquelle. La fameuse scène de récolte de miel. Exactement. Une peinture qui date de l'épi-paléolithique. C'est cette période un peu charnière entre la fin des chasseurs-cueilleurs du paléolithique et le début du néolithique, l'agriculture. Donc, on est bien là il y a 8000, 9000 ans. Et c'est une des plus vieilles représentations de récolte de miel qu'on connaisse. Peut-être même la plus vieille. Une scène très dynamique d'ailleurs. On la voit souvent reproduite. Oui, on y voit une silhouette humaine. On dit l'homme de Bicopre, mais franchement, on n'en sait rien. Ça pourrait être une femme. Le genre est indéterminé, ouais. Cette personne est en pleine ascension le long d'une paroi rocheuse. Elle grimpe sur un truc qui ressemble à une échelle souple. Des cordes. Des lianes tressées peut-être. Oula, quelque chose comme ça. Et dans une main, elle tient un récipient, genre un panier. Et l'autre main s'approche d'un trou dans la roche, clairement une ruche sauvage. Et tout autour, il y a ces petits points, les abeilles. Oui, des petites formes qui volent. On imagine bien l'agitation, le danger même. Oui, le risque est palpable. Grimper là-haut, affronter les abeilles, il fallait vraiment vouloir ce miel. Carrément. Et la technique de peinture, c'est typique de cet art qu'on appelle le levantin, dans l'est de l'Espagne. C'est monochrome, une seule couleur, ce rouge ocre. Broyé, mélangé avec un liant, peut-être de la graisse, du sang, une résine végétale, on ne sait pas trop. Elle a été découverte dans les années 1920, cette peinture, Ah oui, ça date un peu déjà. par un instituteur du coin, et étudiée très vite par un grand nom de la préhistoire espagnole, Eduardo Hernández Pacheco, publiée dès 1924. Une découverte majeure à l'époque et qui reste une référence. Absolument. D'ailleurs, tout cet art rupestre de la région est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il faut dire aussi que dans cette Cueva de la Araña, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres abris avec des scènes de chasse, des archers, des cerfs, des bouquetins. Ça replace la collecte de miel dans un contexte plus large, quoi. L'exploitation de toutes les ressources. C'est important de le noter, mais revenons à cette scène de récolte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, au fond, sur la relation homme-abeille? Il y a une nuance importante, je crois, entre chasse au miel et apiculture. Ah oui, c'est pas pareil. Quelle est la différence, justement? La scène de Bicorp, c'est très probablement ce qu'on appelle la chasse au miel. C'est-à-dire qu'on va chercher les produits, miel, cire, peut-être même les larves dans une colonie sauvage, installée naturellement dans un arbre creux, une fissure de rocher. C'est une activité de prédation, en fait, opportuniste. D'accord. Et l'apiculture, alors? L'apiculture, c'est autre chose. Ça implique un élevage. L'humain prépare un habitat pour les abeilles, la ruche artificielle. Il gère les colonies, parfois il les déplace, il sélectionne. C'est une forme de domestication, même si l'abeille, elle, reste sauvage dans son comportement. Je vois. Donc, Bicorp, c'est plutôt l'étape chasseur-cueilleur de miel. C'est ça. Et trouver des preuves archéologiques directes de ses débuts, surtout pour la chasse ou les toutes premières formes d'élevage, c'est très compliqué. J'imagine.
Pourquoi c'est si difficile? Plusieurs raisons. Déjà, les abeilles elles-mêmes, elles fossilisent très mal, surtout sur les périodes récentes qui nous intéressent, les derniers 10 ou 11 000 ans. Et puis, les premières ruches, si on avait avant celles en terre cuite ou en paille qu'on connaît plus tard, Elle devait être en bois, en panier, des trucs qui pourrissent. exactement. Des troncs creusés, des paniers tressés, peut-être même des outres en pot, tout ça, ça disparaît la plupart du temps. Donc pendant longtemps, à part Bicorp et quelques autres images, on manquait de preuves concrètes de l'exploitation des abeilles avant les grandes civilisations comme l'Égypte ou la Grèce. Et c'est là que la chimie arrive à la rescousse, pour nous montrer ce qui est invisible à l'œil nu. Voilà, l'archéologie chimique et plus précisément l'analyse des résidus organiques. Les résidus organiques, c'est-à-dire... Ce sont les traces moléculaires laissées par les substances qui ont été en contact avec les objets archéologiques. En l'occurrence, ici, ce sont surtout les poteries. La céramique, c'est pour eux, ça absorbe un peu les graisses, les cires des aliments ou des produits qu'elle a contenus, comme une éponge en quelque sorte. Ah d'accord. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans ces poteries? Parce que les sources parlent d'une vraie révolution dans notre compréhension. Oui, c'est une avancée majeure, publiée notamment dans la revue Nature il y a quelques années. La découverte clé, c'est qu'on a réussi à détecter la signature chimique spécifique de la cire d'abeille sur des milliers de fragments de poterie du néolithique. Du néolithique. Donc la période où l'agriculture commence. Exactement. Et là, on parle de traces beaucoup plus anciennes et plus répandues que ce qu'on pensait avant. Plus ancienne comment? Ça remonte à quand? Et les plus vieilles traces de cire d'abeille qu'on a identifiées sur des poteries datent d'au moins le 7e millénaire avant Jésus-Christ, donc il y a 9000 ans. 9000 ans. C'est contemporain de la peinture de Picorp alors? À peu près, oui. Ces premières preuves viennent de sites néolithiques en Anatolie, en Turquie actuelle. Une région clé pour les débuts de l'agriculture d'ailleurs. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est pas juste l'ancienneté, c'est l'étendue géographique. Ah oui. On en trouve où, à part en Anatolie? Eh bien, quasiment partout où il y avait des agriculteurs néolithiques. On a trouvé des preuves similaires des Balkans jusqu'à l'Espagne, en remontant vers le nord jusqu'au Danemark. Le Danemark. Oui. Et aussi au Proche-Orient, en Afrique du Nord. Ça montre que l'utilisation des produits de la ruche, c'était vraiment une pratique courante, très répandue chez ces premières communautés agricoles. Presque un élément du package néolithique, si on veut. Et là, le point qui m'intrigue, c'est qu'on trouve des traces de cire. Pourquoi la cire spécifiquement? Pas le miel. C'est une excellente question. Le miel, c'est surtout des sucres et de l'eau. Chimiquement, c'est assez fragile, ça se conserve mal et ça laisse peu de traces identifiables à long terme dans les poteries. La cire d'abeille, par contre, c'est un lipide, une matière grasse complexe. Et elle est beaucoup plus stable chimiquement. Ah d'accord, c'est pour ça qu'on la retrouve... oui, c'est sa signature moléculaire qu'on arrive à lire après des millénaires. Et ça suggère quelque chose d'important. La cire elle-même était une ressource recherchée, pas juste un déchet quand on prenait le miel. Intéressant. Et est-ce que ces analyses montrent aussi des zones où il n'y avait pas d'exploitation des abeilles à cette époque? Oui, et c'est très instructif aussi. On voit une sorte de limite géographique au nord. Ça semble s'arrêter au sud de la Scandinavie, au niveau du Danemark. On n'a pas trouvé de traces de cire, par exemple, dans les poteries néolithiques d'Irlande, d'Écosse ou de Scandinavie. Et pourquoi cette limite? Probablement liée à l'ère de répartition naturelle de l'abeille à miel, Apis mellifera, à cette époque. Elle ne pouvait peut-être pas survivre plus au nord à cause du climat ou de l'environnement. On n'en trouve pas non plus d'ailleurs dans les cultures néolithiques des steppes au nord de la mer Noire. C'est incroyable ce qu'on peut déduire de ces molécules, hein. Mais alors comment on est sûr que c'est bien de la cire d'abeille et pas une autre graisse après 9000 ans? C'est quoi cette fameuse empreinte chimique? La cire d'abeille, elle a une composition chimique vraiment unique. C'est un peu comme sa carte d'identité moléculaire déterminée par la physiologie de l'abeille elle-même. C'est un mélange très complexe mais assez constant de différentes molécules de lipides. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dedans par exemple? Principalement, on trouve des hydrocarbures à très longue chaîne, qu'on appelle les N-alcanes. Le C27 est souvent majoritaire. Il y a aussi des acides gras, également à longue chaîne, comme le C24. Et puis des molécules encore plus grosses et complexes, les esters. Les esters? Oui, ce sont des combinaisons d'acides gras et d'alcool gras. Ça fait des molécules très longues, qui peuvent aller jusqu'à 52 atomes de carbone. Et il y a aussi quelques alcools gras libres. Ok, donc un cocktail assez spécifique, difficile à confondre avec de la graisse de mouton par exemple. Exactement. Ce mélange précis, avec ses longueurs de chaîne particulières et leurs proportions, c'est ça la signature chimique. Elle est très distinctive.
Et même si la cire se dégrade un peu avec le temps, cette signature de base reste souvent reconnaissable. Et comment on fait pour la lire, cette signature? Avec quelle machine? On utilise des techniques d'analyse très pointues. La principale, c'est la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. On dit CPG-SM. CPGSM, oula, ça a l'air compliqué. En gros, ça fait quoi? Imaginez un trieur de molécules hyper précis. D'abord, la chromatographie sépare les différentes molécules du mélange, un peu comme une course où les molécules arrivent à des moments différents selon leur taille et leurs propriétés. Ensuite, le spectromètre de masse, c'est comme une balance ultra sensible qui pèse chaque molécule et qui peut aussi les casser en morceaux caractéristiques. En analysant ces fragments, on peut reconstituer la structure de la molécule initiale et l'identifier. D'accord. C'est comme démonter une voiture pour savoir quelle marque c'est? C'est un peu l'idée. Et parfois, pour les très grosses molécules comme les esters, on utilise d'autres techniques complémentaires, comme l'ESI MSMS. Mais vous disiez que la cire pouvait se dégrader quand même. Ça ne fausse pas les résultats. Elle peut se dégrader, oui, surtout si elle reste longtemps dans un sol humide. L'eau peut couper les esters, c'est l'hydrolyse, et ça libère l'acide gras et l'alcool. On l'a vu sur un site à Paris, à Bercy, où la cire était très hydrolysée. Ou alors, si la poterie a été chauffée, les molécules les plus petites, certains alcanes, peuvent s'évaporer. Donc il faut en tenir compte dans l'interprétation. Absolument. Les spécialistes savent reconnaître ces profils de dégradation. Et parfois, c'est intéressant, on trouve la cire mélangée à autre chose. Ça donne des indices sur l'utilisation. Ah, comme quoi par exemple? Sur le site de Chalain, dans le Jura, un site néolithique aussi, on a trouvé de la cire mélangée à de la graisse animale, riche en triglycérides. Cire et graisse animale, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Imperméabiliser le pot, c'est une hypothèse, oui. Rendre la poterie étanche ou plus solide. Mais il y a une autre idée, peut-être plus alléchante. Ah oui. Ça pourrait être les restes d'un plat. Un ragoût, par exemple, dans lequel on aurait mis du miel, mais du miel pas très bien filtré, contenant encore des bouts de cire. Pour sucrer, pour parfumer, Du sucré salé au néolithique. pourquoi pas? Ça ouvre des perspectives culinaires assez étonnantes pour le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Incroyable. Et d'autres usages de la cire? Oui, un autre exemple très parlant, plus tardif cette fois, à l'âge du fer, sur un site dans la Sarthe, le Grand Aunet. Là, on a trouvé de la cire bien conservée, mélangée à du brai de bouleau. Le brai de bouleau, cette espèce de goudron noir, la colle préhistorique. C'est ça, une des premières colles synthétiques fabriquées en chauffant de l'écorce de bouleau. Eh bien, dans ce cas, la cire d'abeille servait sans doute de plastifiant De plastifiant. C'est-à-dire, pour rendre le brai, qui est assez cassant quand il est froid, plus souple, plus facile à manipuler et donc améliorer ses qualités d'adhésif. Ça montre une vraie connaissance des propriétés des matériaux, une certaine ingéniosité technique. c'est fou de pouvoir reconstituer tout ça. Des techniques, des recettes, juste avec des traces invisibles sur des bouts de poterie, ça change complètement notre regard. Bon, on a vu l'image, on a vu la chimie. Est-ce qu'on peut chercher des indices ailleurs? Du côté des mots, par exemple. Est-ce que la linguistique peut nous aider? Alors, oui, c'est une autre piste complémentaire. Elle apporte aussi son lot d'informations, mais il faut être encore plus prudent, peut-être. Les mots, ça voyage, ça change de sens, c'est parfois difficile à tracer. Oui, les sources insistent là-dessus. C'est complexe. Il y a différentes couches de vocabulaire à démêler. Ce qui vient du proto-indo-européen, cette langue mère hypothétique d'il y a 5 ou 6 000 ans, ce qui est plus récent, les emprunts entre langues. Et apparemment, pour les abeilles, remonter jusqu'au proto-indo-européen, c'est pas si simple, hein. Non, c'est même plutôt difficile. Par exemple, il n'y a pas de mot unique et certain pour abeille qu'on puisse reconstruire pour le PIE. On a des pistes pour des groupes de langues comme Beko ou Biko pour le proto-celtique, mais rien de solide pour l'ancêtre commun. C'est marrant parce que pour le frelon, c'est plus clair. Ah bon? Oui, on reconstruit bien une forme PIKHR2SRN qui a donné des descendants dans plein de langues. Le latin crabo, le vieil anglais irné. Curieux. Peut-être que le frelon, plus gros, plus menaçant, a laissé une trace plus stable. Ou alors, est-ce que le mot pour abeille, animal utile, peut-être sacré, a subi des tabous, des remplacements? C'est une question ouverte. On voit aussi des choses bizarres pour le faux-bourdon, le mâle de l'abeille. Les mots dans différentes familles de langues, baltoslave, germanique, grec, se ressemblent, mais avec des irrégularités. Ça fait penser à certains linguistes que ça pourrait être un mot voyageur, emprunté très tôt à une langue non indo-européenne qui était parlée en Europe avant.
Un mot hérité d'un substrat linguistique plus ancien? Et pour la cire, il a des indices aussi? Oui, là aussi, c'est un peu étrange. Le mot grec ancien pour la cire, kéros, est masculin, mais le mot latin, cera, est féminin. Normalement, quand le latin emprunte directement au grec, il garde le genre. Ah oui, tiens. Ce changement de genre, plus d'autres détails, la forme du mot en vieil irlandais, seir, ça suggère que le mot a peut-être transité par une autre langue, comme l'étrusque, ou alors que le grec et le latin l'ont tous les deux emprunté à une source méditerranéenne non indo-européenne. Encore un indice de contact culturel et linguistique autour des produits de la ruche. Ces petits détails linguistiques, même s'ils sont techniques, nous montrent la profondeur de l'histoire et les échanges liés aux abeilles. Un dernier exemple que citent les sources, c'est le rayon de miel. En anglais, on dit honeycomb, littéralement peigne à miel. Ça semble assez récent en germanique. Le vieil anglais disait beobread, le pain d'abeille. Honeycomb, peignant-miel. Oui, et il se pourrait que ce soit un calque, une traduction littérale, d'un terme celtique plus ancien. En gallois ou en breton, les mots kagam, kaken, veulent dire gâteau, galette, à cause de la forme. Ça pourrait montrer une influence des pratiques ou des mots celtiques sur le monde anglo-saxon pour l'apiculture. Fascinant de voir comment les mots gardent la mémoire de ces histoires. Bon, alors, si on essaie de rassembler tout ça, l'art de Biscorp, la chimie des poteries, les indices des mots, quelle image générale ça nous donne? Oui, c'est la grande question. On a des images, des molécules, des mots. Qu'est-ce qu'on retient au final? Ce qui me frappe, c'est la convergence. Toutes ces preuves pointent vers une histoire vraiment très ancienne. L'art rupestre nous montre la chasse au miel il y a 9000 ans. La chimie confirme que l'exploitation de la cire s'était déjà très répandue et important économiquement au tout début du néolithique, sur une immense zone géographique liée aux premiers agriculteurs. Et la linguistique, même avec ses zones d'ombre, suggère une familiarité ancienne avec les abeilles, avec peut-être des emprunts de mots techniques entre cultures. Donc, l'histoire entre l'homme et l'abeille, elle ne commence pas avec les Égyptiens ou les Grecs, comme on l'apprend souvent. Ça démarre bien avant, dès la préhistoire. Absolument. L'exploitation des abeilles sauvages, ça remonte sans doute aux chasseurs-cueilleurs de la fin de la dernière glaciation, comme le suggère Bicorp. Et puis cette pratique a dû s'intensifier, se généraliser avec la sédentarisation, l'agriculture néolithique. La cire en particulier apparaît comme une matière première clé pour ces sociétés, pour s'éclairer, rendre étanche, coller, peut-être même pour des rites, de l'art. Mais alors, il reste une question importante. Quand est-ce qu'on est passé de cette chasse à une vraie apiculture? Avec des ruches fabriquées, un élevage un peu contrôlé? Oui, ça c'est la question la plus difficile. Les preuves archéologiques vraiment claires d'une apiculture organisée, avec des ruchers, des alignements de ruches fabriquées, elles sont beaucoup plus tardives. L'exemple le plus connu, c'est Tel Rehof en Israël. Ah oui, j'ai lu ça. C'est impressionnant. Oui, c'est daté de l'âge du fer, vers le 10e-9e siècle avant Jésus-Christ. On a trouvé les restes d'un énorme rucher, avec peut-être une centaine de ruches en terre crue, en forme de cylindre. Donc il y a un grand écart, plusieurs millénaires, entre les premières preuves d'exploitation, chimie, art, et ces preuves d'apiculture à grande échelle, La transition a dû être très lente, très progressive. probablement. Avec peut-être des formes intermédiaires qu'on a du mal à voir dans les fouilles. Mais ce qui est sûr, c'est le rôle absolument fondamental de l'abeille, Apis mellifera, pour les sociétés humaines depuis tout ce temps. Pas seulement pour le miel et la cire, mais aussi, et peut-être surtout, pour son rôle de pollinisateur. Un rôle essentiel qui a accompagné le développement de l'agriculture. Et qui est plus crucial que jamais aujourd'hui. Effectivement. Une coévolution, une interdépendance de presque 10 000 ans. Si on essaye de résumer les points clés de notre discussion, l'humanité et les abeilles, c'est une très vieille histoire, au moins 9000 ans. Les preuves les plus solides et les plus anciennes de cette exploitation, c'est la chimie qui nous les donne maintenant, avec la cire trouvée partout dans les poteries néolithiques, oui, en Europe, Proche-Orient, Afrique du Nord. L'art rupestre, comme à Bicorp, nous montre cette pratique ancestrale de la chasse au miel, qui a sûrement précédé l'élevage organisé. Et même notre langue porte des traces de cette histoire. Et ce qui est assez vertigineux, c'est de se dire que ce sont des analyses moléculaires hyper modernes qui nous permettent de lire ces histoires cachées dans des bouts de céramique vieux de plusieurs millénaires. Une véritable archéologie de l'invisible. Et j'aime bien cette expression, l'archéologie de l'invisible. Et ça ouvre une dernière piste de réflexion peut-être. Si la chimie nous révèle ça pour la cire d'abeille, qui est quand même une substance assez résistante, qu'est-ce qu'on rate pour toutes les autres ressources naturelles périssables?
celles que les humains du néolithique utilisaient sûrement beaucoup. Comme quoi, par exemple? Les fibres végétales pour faire des cordes, des filets, des tissus, les colles animales ou végétales, les pigments organiques pour se peindre le corps ou peindre d'autres choses. Tous ces matériaux dont les traces chimiques sont peut-être encore plus difficiles à trouver, à interpréter. Ça nous échappe encore largement. Chaque découverte comme celle sur la cire nous rappelle qu'on ne voit qu'une petite partie du passé. Ça invite à l'humilité, c'est sûr, face à tout ce qu'on ignore encore. Ou alors, une autre pensée plus tournée vers aujourd'hui. Cette très longue histoire commune, cette coévolution de près de 10 000 ans entre nos sociétés, notre agriculture et les abeilles, est-ce que cette profondeur historique ne nous donne pas une responsabilité particulière face aux menaces actuelles qui pèsent sur elles, les pesticides, les maladies, le changement climatique? Est-ce que la conscience de cette histoire ancienne ne nous engage pas un peu plus? Deux questions très fortes pour continuer à réfléchir après notre échange. Un grand merci pour cette plongée passionnante dans ce passé lointain. Merci à vous. Et merci à celles et ceux qui nous ont écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration.